Donc, bienvenue pour cette nouvelle table ronde lors du Draceni Gaming Festival, le premier festival donc, à Draguignan pour fêter les 50 ans du jeu vidéo. Et justement, 50 ans de jeu vidéo, donc un demi-siècle. Un âge bien mûr. Je ne sais pas s'il y a ici des personnes qui ont 50 ans ou qui vont pas tarder à les avoir. Voilà, on peut se dire, ça y est, on commence à être mûr, on est raisonnable, on est réfléchi, on ne fait pas les choses de façon inconsciente. La fougue de la jeunesse est terminée. On est sur un secteur du jeu vidéo où les statistiques nous disent que grosso modo, voilà, bon, on est plusieurs millions évidemment à jouer plusieurs fois par semaine. On a un âge moyen aux alentours de 40 ans sur le jeu vidéo et on est à peu près à parité, quasiment à 50-50 entre les joueurs et les joueuses. Donc finalement, tout va bien. Voilà, ça va, il y a plus de problème en se disant c'est un truc de mec, il n'y a plus de problème d'exclusion des filles dans le jeu vidéo, donc tout ça va, tout va bien. Donc la conférence est terminée, donc on va pouvoir Merci à s'achever. tous et à bientôt. Mais, mais mesdames, peut-être vous avez un point de vue différent. Euh, Par exemple, Kayane, donc vous avez un parcours qui commence à être long finalement dans ce secteur-là. Donc vous avez vu une partie Ouais, de je ces suis une daronne là, une c'est bon. partie, voilà. Vous avez vu toute Oui, une partie de l'histoire de ce jeu vidéo, ouais. donc vous l'avez vécu, vous l'avez construit, vous avez peut-être été confronté à des choses. Peut-être que maintenant c'est fini, ou peut-être que des choses continuent. Alors moi j'ai commencé les jeux vidéo quand j'avais 4 ans et puis les jeux de combat à l'âge de 7 ans et les tournois de jeux de combat mixtes quand j'avais 9 ans. Donc maintenant j'ai 31 ans, pour ceux qui se demandent parce que on peut se dire que ça date d'il n'y a pas si longtemps finalement, mais je fais un peu plus jeune que mon âge heureusement. Mais ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je fais des tournois et que je suis dans ce milieu-là, que j'ai vu évoluer. Et quand j'ai commencé j'étais la seule fille. Et en même temps, heureusement que j'ai persévéré dans ce milieu parce qu'il n'y avait pas de filles. Et quand j'ai commencé, les joueurs se disaient, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, cette gamine? Elle devrait pas être là, elle devrait jouer à la poupée, à la marelle, être à la cour de récré, à jouer à des jeux de filles. Et non, moi, mon truc, c'était les jeux de combat. Et d'affronter des adversaires, peu importe hommes ou femmes, peu importe l'âge, peu importe d'où on vient. En fait, je voulais affronter des adversaires tout court. Donc, en fait, en jouant tout simplement et en voulant aller vers les autres, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de filles, qu'on les sous-estimait, qu'on leur disait qu'elles n'avaient pas leur place. Moi, j'étais une fille et une enfant à la fois. Et j'avais envie de leur montrer que si, j'avais complètement ma place. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les tournois. Au début, c'était juste pour jouer. Et au final, à 9 ans déjà, j'avais cette raison de jouer, de me battre, qui était difficile à expliquer en école primaire, hein, j'étais en école primaire, et du coup d'expliquer ça à ses camarades de classe, il y a un sacré décalage. Mais je me suis trouvé une raison de jouer, de m'entraîner, d'être dans ce milieu. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus de problème dans le sens où les joueurs me connaissent depuis plus de 20 ans. Je suis un peu la maman de la communauté maintenant. Et on me respecte beaucoup parce que je suis très longtemps dans ce milieu-là. J'ai 67 podiums maintenant. En fait, j'ai plus rien à prouver. Et je pense que n'importe quelle fille en vrai qui arrive, qui vient jouer, devrait ne pas avoir à forcément prouver quoi que ce soit. On peut juste jouer, montrer qu'on aime jouer. Mais à chaque fois qu'on va avoir une fille, il y a toujours des gars pour dire mais est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est crédible dans ce milieu-là? Et pour eux, pourquoi on se pose pas la question quand c'est des gars? Genre, eux, c'est normal qu'ils soient là, il n'y a pas de problème. On se demande pas quel palmarès ils ont, quelles études ils ont fait pour être dans ce milieu-là. Mais quand c'est une fille, ah non, mais elle n'est pas légitime, ça devrait être Bobby, là, qui devrait être là à sa place et tout. On doit toujours prouver des choses alors qu'on ne devrait pas forcément le faire, en fait. Et moi, je le constate parce qu'à chaque fois, on me ressort mon palmarès pour justifier que les filles doivent constamment prouver, tu vois. On va dire, bah, elle se fait insulter, bah, elle a qu'à prouver comme Kayane. Je fais, bah non, en fait, ça devrait pas être comme ça. Vous seriez une forme d'exception, c'est ça, par rapport à une règle qui est Bah, moi, j'ai dû me les filles battre n'ont pour me moins. faire respecter, mais on devrait être respecté tout court sans avoir à se battre, tout simplement. C'est ça, d'être accepté, enfin d'être dans une communauté de joueurs, peu importe le sexe, homme-femme. On doit être là, on doit montrer qu'on aime le jeu, évidemment, mais de devoir se battre constamment pour être respecté, je trouve pas ça normal. Ça devrait être la norme. La phrase que tu viens de dire, du coup, en disant ah bah, il faut que tu fasses comme Kayane,
Est-ce Ouais. que ça te fait pas... Moi, ça me fait chier. Tu Ça dois me te fait dire, chier mon parce Dieu, il que m'utilise finalement pour oui, faire l'inverse c'est ça, en fait. de ce que je veux. Moi, quand je joue, j'ai aussi des raisons de me battre. C'est pas seulement pour dire les filles elles peuvent y arriver. Moi, je suis au-delà, en fait. J'avais envie d'être parmi les meilleurs joueurs du monde. Et, et que des gens justifient des insultes, du harcèlement et tout en disant bah, il suffit de s'acharner comme Kayane et tu vas te faire respecter et ça viendra avec le temps. Je dis, non, il n'y a pas de raison à devoir subir au quotidien des messages négatifs, du harcèlement ou de pas accepter de jouer avec toi. Voilà. On parle de enfin, tu évoques, hein, enfin vous évoquez, pardon, de se battre, on parle de combat, etc. Donc c'est des termes quand même qui sont forts. On parle de guerre hein, quand même. Vous avez Oh beau oui, être puis je fais experte des jeux sur de des jeux de combat, combat. mais Donc, c'est des termes guerriers forts. Mais du coup, ça prend quelle forme en fait ces attaques-là ou cette scène de combat? C'est quoi les modalités? Comment interviennent en fait ces hommes, ces garçons? J'imagine peut-être parfois jeunes, qui remettent en cause la légitimité des filles dans le monde du jeu vidéo, dans leur pratique. Ça prend quelle forme ça? bah moi, ça a été beaucoup à l'époque, quand j'avais 14 ans, au début, quand j'ai commencé vers 9 ans, j'étais critiquée par des gens du grand public qui ne comprenaient pas comment des mecs réussissaient à perdre contre une fille. Mais les joueurs de la communauté me connaissaient et voyaient que j'étais vraiment forte parce qu'ils jouaient contre moi. Et c'est le grand public qui ne comprenait pas. Et bah, les joueurs me considéraient comme leur petite sœur, à force que je sois là. Et puis, quand j'ai commencé à avoir 14 ans, à être une jeune fille, je me prenais des tonnes de messages sur les forums, une quinzaine de pages qui me disaient que je voulais être championne de gangbang, voilà, je voulais serrer des gars. Donc il y a tout de suite une dimension sexualisée sexuelle, en hein, fait ouais. dans les attaques. D'accord. Ouais, et de justifier que si je suis plus médiatisée, c'est parce que je suis une fille, que j'ai pas de niveau, alors que j'ai des podiums depuis longtemps. Mais ils vont toujours chercher à rabaisser. Et ce qui est étonnant, c'est que, en fait, ça a été des personnes avec qui j'ai grandi, qui m'ont considérée comme une sœur et que moi je considère comme des frères, qui se sont mis en fait à m'attaquer facilement. Donc c'est ça qui a été le plus blessant pour moi, c'est que ce soit des personnes que je connaisse. Et plus tard, ils essayaient de se faire mousser, quoi, d'essayer d'interagir avec une communauté en ayant un bouc émissaire. Et du coup, ça s'est retrouvé être moi. Mais par des gens que je connaissais. Donc après, il y a toute une horde de personnes qu'on ne connaît pas aussi qui peuvent s'en prendre à nous. Et j'ai aussi eu des cas où il y avait des vagues de personnes qui essayaient de me harceler pour que j'arrête de jouer. Mais finalement, je m'en fiche. Mais les gens que je connaissais, ça m'a plutôt blessée. Donc, j'ai persisté en me disant que, par contre, ma passion du jeu de combat est intacte et que j'allais juste jouer et me C'est battre. une des façons, vous dites, je m'en fiche, certes, je pense que c'est pas si simple que ça, que juste se dire le matin, bon, je m'en fiche de tout ça, c'est évidemment plus compliqué, surtout quand vous dites c'est des personnes que vous connaissiez qui vous ont attaqué. Mais comment on prend de la hauteur par rapport à tout ça? Comment on essaye de s'extirper de tout ça? Est-ce que ça fait juste partie du bruit ambiant, puis il faut faire avec? Ou est-ce qu'on a des méthodes ou une vision de la vie qui fait qu'on peut prendre un peu de la hauteur par rapport à tout ça? Moi, j'ai pris de la hauteur puisque je me suis aussi éloignée des forums, par exemple. J'ai évité de lire pour pas être blessée au quotidien. Ensuite, en fait, je pense que chaque message qu'on lit nous froisse d'une certaine façon, mais ou peut nous blaser. Et moi, pendant longtemps, j'étais blasée, j'avais plus envie des gens. Du coup, j'étais contente d'avoir ma chienne. Tu es une boule de poil qui te redonne foi en la vie. Mais en fait, j'ai vraiment pris de la hauteur sur tout ça. Et puis, j'ai aussi des amis dans le milieu. Donc, ça fait relativiser sur beaucoup de choses. Et faut pas oublier qu'on reçoit aussi beaucoup de messages positifs et de soutien. Et qu'en fait, on fait la part des choses, puisqu'on se dit que dans des événements comme ça, ceux qui viennent nous voir, c'est des gens hyper chaleureux, super gentils, qui l'expriment pas forcément, en fait. Il y en a beaucoup qui le pensent, qui pensent des choses positives et qui le disent pas. Et du coup, dans ma vie au quotidien, dès que je pense quelque chose de positif des gens, je vais le dire. Je vais le dire, je vais pas être timide là-dessus, je vais vraiment le dire parce que ça se trouve, ça va changer sa journée, ça va le faire sourire. Et je me dis que les gens qui écrivent des messages négatifs, finalement, ils veulent juste... ils essayent pas de construire, ils essayent pas de créer quelque chose pour eux. Donc, ils veulent détruire ce que font les autres. Et j'ai assez d'ego pour me dire que ça devrait pas arriver, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Kayane. Carole, alors, je vais dire
Déjà, si tu veux qu'on s'entende, tu me tutoies. Ah. Direct. Dis-moi tu, c'est mieux, c'est plus sympa. Tout le formalisme s'écroule. C'est mieux. Donc c'est Carole, tu es, alors notamment, de toute façon tu vas mieux te définir que moi ce que je peux le faire, notamment streameuse. Une carrière qui commence aussi à être longue. Tu as aussi eu une phase avant d'être streameuse, une phase où tu étais exposée médiatiquement aussi parce que tu as pu participer à des émissions de télé, etc. Voilà, donc un peu la même question que Kayane. Donc comment est cette relation avec des hommes? Quel niveau d'interaction? Et comment tu as été soit rejeté, soit accepté, soit d'un point de vue totalement neutre en disant bon, Carole est là sur la scène, puis basta. Comment est cette relation-là? Bah, au début, effectivement, quand je suis arrivée, j'avais un parcours un peu particulier parce que moi, j'avais fait une télé-réalité, j'avais fait des photos nues, donc parcours qui n'est pas très habituel dans le jeu vidéo. Et donc forcément, quand je suis arrivée, les premières personnes que j'ai rencontrées étaient des personnes qui travaillaient avec jeuxvideo.com, qui étaient des personnes vraiment très très cool et qui m'avaient proposé de faire un reportage effectivement à destination de jeuxvideo.com. C'était pour la Paris Games Week 2011, me semble-t-il. Et on avait tourné un truc très très sympa. Et je me souviens que 2 jours après, donc le mec avec qui j'avais tourné ce reportage m'appelle et me dit écoute, jeuxvideo.com ne veulent pas du reportage parce que ils ont fait des recherches sur toi et ils ont trouvé tes photos, ton passé, machin. On aurait dit que j'avais fait des meurtres. Donc voilà, mais je comprends si tu veux l'idée parce que c'était et c'est encore une grosse machine, jeuxvideo.com. Et je pense qu'ils se sont dit, si on la fout sur le site, on va avoir tous les forums des 15-18 qui vont ressortir les photos. Ça va être l'enfer. Déjà qu'après, c'était déjà l'enfer. Entre ça et les forums de Gamecult, ça a été très difficile au début. Donc il y a eu ça qui a été une première barrière qui m'a fait vraiment mal parce que je me disais que c'était injuste. Parce que oui, effectivement, j'ai fait de la télé-réalité, j'ai fait d'autres choses, mais ça ne m'empêchait pas d'aimer le jeu vidéo. Moi, j'ai commencé, j'avais à peu près 5 ou 6 ans, j'ai commencé à l'époque de la NES. Et j'ai toujours aimé le jeu vidéo, j'ai toujours joué. C'est vraiment une grande partie de ma vie et je trouvais ça très injuste qu'on me juge à cause de mon passé qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, ton avec professionnalisme et ta qualité de journaliste. et mon Ouais. amour du Ouais. jeu vidéo, tout simplement. J'aimais ça, voilà. Et je trouvais ça très injuste, mais heureusement, derrière, j'ai continué à parler de jeux vidéo. J'ai créé mon petit blog et Julien Chiez, qui aujourd'hui est mon mari, m'a remarqué, m'a invité sur Gameblog et j'ai pu m'exprimer notamment à propos de Resident Evil, qui est une de mes séries préférées. Et à partir de là, effectivement, j'ai commencé à être un peu remarquée dans le milieu, mais ça a été dur, effectivement, sur tout ce qui est forum, même sur Gameblog d'ailleurs, parce que les mecs disaient mais c'est quoi cette nana qui arrive de télé-réalité maquillée comme un camion volé, c'est pas possible, elle peut pas parler de jeux vidéo, alors que si en fait, aimer le maquillage et le jeu vidéo c'est pas incompatible finalement. On me Et fait souvent des c'est dur. remarques là-dessus, sur mon Le maquillage. maquillage c'est Bah, compliqué. une fois, j'ai fait un guide de Guilty Gear, un truc vraiment complexe, un jeu vidéo très complexe, et ça a été partagé sur un site. Et les premiers commentaires, c'était mais pourquoi elle se maquille comme ça? Et du coup, en fait, j'ai pas eu à me défendre parce que derrière, il y avait une fille qui a répondu, mais c'est pas le maquillage qui est important dans cette vidéo. Mais oui, Elle c'est le fait propos, un guide bien sûr, de c'est le jeu de propos. combat, c'est hyper complexe et tout. savez, c'est- Et ça, mec, tu c'est parles du horrible. maquillage. Non, mais c'est horrible. Souvent, les réflexions, c'est vrai, sur les contenus qu'on peut publier, voilà, ou même sur les streams, les gens vont te parler de la manière dont tu es habillé, dont tu es maquillé. Tu as envie de dire, mais qu'est-ce que tu en as à foutre, mec? Regarde comment je joue et regarde ce que je raconte. On Écoute l'a- ce que je raconte. on a ce même effet, par exemple, dans les commentaires de femmes politiques, en disant Madame X qui est venue habillée en robe Oui. rouge, etc. Alors qu'on fait jamais ça en disant non. Monsieur est venu avec tel complet veston. Ah, Attends, c'est mais évidemment, et je trouve ça vraiment relativement horrible parce que tu te dis mais c'est pas possible et finalement ça entretient une espèce de petite musique en fond comme ça qui te met mal à l'aise. Donc il faut être très très forte pour aller au-delà de ça et c'est le cas de toutes les filles que je vois sur ce panel et il faut avoir cette force de se dire ok je vous emmerde en fait et je vais faire mon truc
truc et je vais avancer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à faire des choses de plus en plus. Je suis allée sur des reportages. J'avais économisé pour me payer mon billet pour aller au Tokyo Game Show à l'époque. J'avais testé plein de trucs. D'ailleurs, on s'y était vu. Je t'avais interviewé. Là-bas, elle m'avait interviewé là-bas. J'étais fan de Kayane, donc évidemment, je voulais l'interviewer. Et j'ai avancé, mais en essayant effectivement d'occulter un petit peu ce que les gens pensaient, parce que comme tu dis, c'est souvent des enfants, et c'est souvent des raisons de jalousie, de sexisme pur et de stupidité. Il ne faut pas faire attention à ça, mais c'est dur. C'est dur. C'est ça, parce qu'une fois qu'on se l'est dit, c'est comme tout à l'heure en disant je m'en fiche, ok, on se dit C'est bon, dur. je vous emmerde, effectivement, je fais outre, mais c'est présent tout le temps. Ah oui, tout le temps, tous les jours. Moi, en plus, j'ai un double problème, c'est que, bon, alors évidemment, il y a l'image qu'on peut envoyer, le fait d'être une femme, et je suis aussi devenue donc la femme de Julien qui effectivement déjà est là depuis 25 ans, qui fait beaucoup de choses, qui est autant aimée que pas aimée, et forcément, tu deviens sa nana. Donc déjà, on te dit que tu y es arrivée parce que tu es sa nana. Tu es un peu dans l'ombre de quelqu'un qui effectivement aujourd'hui est reconnu et qui fait des choses très bien. Et moi j'admire beaucoup Julien. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Mais moi aussi je suis là et parfois je suis totalement mise de côté. Je me souviens une fois, alors j'ai aussi de l'ego et parfois de l'ego un peu mal placé, mais je pense qu'il faut en avoir un petit peu quand même. Une fois sur jeuxvideo.com, il parlait des audiences de l'E3. Et donc le 3, pour ceux qui savent ça, je me rappelle très bien de ce c'est un truc-là. épisode horrible. Bon, je sais pas ce que vous en penserez, évidemment, on est entre nous, hein, c'est pour ça, n'en parlez pas, mais Ça sortira pas d'Internet. ça sortira promis. pas d'Internet, hein, on est tranquille. Donc c'est le plus gros salon de jeux vidéo du monde, c'est un peu c'est la coupe du monde du jeu vidéo. Avec Julien, on a créé ce qu'on a appelé le 3 Caro Jus, on fait beaucoup de choses ensemble et on aime beaucoup faire ça. Et sur jeuxvideo.com, il parlait un petit peu des concurrents de jeuxvideo.com sur cet événement, et ça faisait déjà 2-3 ans qu'on faisait les trucs Caro Jus, et donc l'ancien rédacteur en chef de jeuxvideo.com, mais je sais avec le recul qu'il n'a pas fait exprès, mais en gros, il dit concurrent, c'est Julien Chiez, quoi. Alors que le 3 qu'on a mis en place, c'était autant sur ma chaîne que sur la sienne. Les audiences étaient présentes sur les deux chaînes et on s'est donné tous les deux, c'était notre bébé. Et là, j'ai ressenti ce que peut-être doit ressentir, je sais pas, dans un groupe, je sais pas, si tu fais un match de tennis en double, en duo, c'est comme si on n'en félicite qu'un seul ou qu'on ne cite qu'un seul. Et effectivement, c'est de l'ego. Et à la fois, je me suis dit, mais merde, je vais le dire parce que Mais t'as raison de le dire. Hein. Ouais, ça m'avait touché. En fait, ça m'avait fait beaucoup de peine. Je m'étais dit, mais c'est pas possible, quoi. En plus, c'est des Comme collègues si qu'on ton connaît. travail des était pas collègues. prouvé, quoi. Mhm. C'est ça, tu vois, c'est comme si on me disait, oh, bah, t'es juste là pour décorer, en fait. Il y a Julien, puis toi, t'es là, c'est bien, ça fait joli. Bah oui, et Tu donc dis, c'est Caro Jus, quoi. En plus, c'est toi. Et en plus, il y a Caro avant tu Jus. vois. Quelle injustice. Non, mais voilà, j'avais trouvé. Alors, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il est là depuis longtemps, etc. Mais ça peut être un problème pour une femme d'être avec un homme qui a réussi avant et mieux, c'est vrai. Donc, c'est difficile de se battre contre ça. Effectivement. Je dis oui, mais finalement, je ne l'ai jamais vécu et c'est très compliqué en fait. Développer même carrément une forme d'empathie. On voit bien l'injustice, mais Oui, c'est un peu c'est vrai injuste. qu'on ne C'est un peu injuste. peut pas le recevoir. Jennifer, donc à la fois joueuse, et j'imagine depuis peut-être Je crois bien, ouais. longtemps. Voilà. Et à la fois, tu as, enfin, maintenant je tutoie tout le monde à cause Oui. de ça. Ouais, Merci, c'est bien. Je te l'aurais dit. Voilà. Merci, Carole. Il manque que le rosé, mais peut-être qu'il est un peu tôt pour l'apéro. C'est pas grave. Plus tard. C'est pas parce qu'on est dans le sud et qu'il fait 40 degrés à l'ombre. Ça justifie. Hein. Donc Jennifer, à la fois joueuse, à la fois tu as fondé une association qui s'appelle les Afro Gamers, notamment, mais tu vas nous l'expliquer évidemment plus en détail, notamment sur la représentation des femmes dans le jeu vidéo aussi, et la représentation des femmes racisées dans le jeu vidéo. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça et finalement pourquoi tu en es arrivé à créer cette association? Alors, on va commencer. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on va beaucoup parler de la place des femmes de manière générale dans le jeu vidéo et c'est normal d'en parler. On a besoin de plus en plus de prise de parole autour de ça. Mais très souvent, je trouve qu'on va parfois exclure la place aussi des femmes racisées, donc c'est-à-dire celles qui sont possiblement sujettes au racisme, c'est celles qui sont potentiellement victimes de racisme. Et en fait, c'est important d'en parler
parce que quand on cumule cette identité de femme, mais aussi de femme racisée, bah, en fait, il y a des conséquences. Il y a des conséquences quand on joue aux jeux vidéo, il y a des conséquences quand on stream des jeux vidéo, il y a des conséquences quand on travaille dans le jeu vidéo. Comme dans notre société, en fait, tous les mots qu'on va retrouver dans notre société ont aussi leur part, leur rôle à jouer dans le monde du jeu vidéo. Et donc, moi, j'ai créé Afrogameuse parce qu'au départ, bah, en fait, j'ai commencé à jouer vers l'âge de 7-8 ans dans un cybercafé au Bénin où j'ai grandi. Et le premier jeu que j'ai découvert, c'était Prince of Persia, le premier de 1989. Et très vite, en fait, j'ai découvert un gameplay complètement différent de ce que je connaissais avant, parce qu'avant, c'était plutôt des jeux d'arcade. Donc, c'était vraiment voilà, jeu d'aventure, très simple à jouer, visuellement, qui m'avait aussi pas mal marqué. Et puis, bah, cette histoire aussi où il fallait combattre des ennemis, éviter des pièges, et puis ensuite aller sauver, d'une certaine manière, rejoindre sa princesse. C'est des questions que j'ai commencé à me poser dès le départ. Mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller sauver la princesse? Pourquoi est-ce que je la vois jamais, en fait? Et en fait, en grandissant, au moment où je suis arrivée en France, en tant qu'ado, j'ai continué à jouer. J'ai beaucoup joué aux jeux des multijoueurs. Je jouais beaucoup à des MOBA, des MMO, RPG. Et en fait, mon expérience en ligne des jeux multi a été pour le moins impactante, on va dire, puisque je remarquais que quand j'allais commencer à jouer, je jouais en ligne avec des gens, et si je décidais de jouer un personnage féminin, tout de suite, je devais jouer un support. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on m'obligeait à aller jouer les supports? Bon, ça c'est une chose. Ensuite, si jamais j'ose mettre dans mon pseudo, dans mon alias de joueuse, quelque chose qui fait référence au fait que je suis une fille, ou quelque chose qui fait référence au fait que je suis aussi une personne noire. Par exemple, à un moment donné, j'avais pris un pseudo, c'était Ebony Cyborg Babe. Voilà, je ne me demandais pas d'où ça vient, mais c'était l'idée à l'époque. Et rien que ça, bah, typiquement, ça donnait une idée aux gens de qui j'étais apparemment. Et ils se permettaient d'utiliser ça en fait pour m'attaquer. Sur le fait que j'étais une fille, mais aussi sur le fait que j'étais, avec le mot ebony qui signifie donc ébène, que j'étais certainement une personne noire. Ça va aussi arriver au moment où je vais jouer des personnages noirs, où on va m'insulter de tous les noms avec le N-word, avec des choses pour me faire comprendre au final que je ne suis pas acceptée dans cet espace. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est des commentaires racistes et des commentaires sexistes à la fois. Donc c'est vraiment une accumulation. C'est ça. Ouais. C'est vraiment une accumulation. Et voilà, quand j'étais ado, bon, c'est quelque chose qui m'affectait, mais je ne savais pas forcément mettre des mots là-dessus, quoi. Et c'est donc plus tard, en grandissant, quand je me suis vraiment remise dans le jeu vidéo, je ne travaillais pas, je recommençais à jouer à des League of Legends et plein d'autres multi. Et malheureusement, là, je l'ai repris de plein fouet, en fait. Et ça m'a vraiment... ça m'a fait chier à cette époque. Et je me suis dit, OK, en fait, il faut que quelqu'un en parle. Faut mettre ce truc en avant, parce que j'avais vraiment l'impression d'être la seule personne à vivre ça, et donc à me dire, mais si ça se trouve, t'es complètement folle, il n'y a personne qui vit ça, ça n'arrive qu'à toi. Et puis au moment où je décide de chercher d'autres joueuses à qui c'est peut-être arrivé, je vais interviewer 4 femmes noires. Je décide que je voulais les expériences de 4 femmes noires pour les confronter à la mienne, pour savoir si j'étais folle ou si c'était donc réel. Et donc voilà, j'interviewe 4 femmes aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis et à Madagascar. Je trouve personne en France. Ça dit quelque chose, ça en dit long. Et donc, ces femmes-là me rapportent qu'elles ont vécu exactement les mêmes choses. Donc, ces femmes qui ont plusieurs activités aussi différentes. Il y en a qui ont lancé leur studio, il y en a qui bossent dans le jeu vidéo, il y en a qui streament ou qui sont tout simplement des joueuses. Et puis, elles me disent, bah ouais, en fait, moi aussi, c'est exactement ce que je vis, le sexisme et le racisme cumulés. Et donc, c'est à partir de là que je me dis, OK, je publie mon article, j'envoie ça à Women in Games, qui relaie l'info, et puis je fais des recherches, je vois qu'il y a un vrai écosystème associatif aussi en France par rapport aux jeux vidéo. Puis je me dis, bah ouais, en fait, je pense que c'est ce que je vais faire. Je veux commencer à en parler, et puis surtout, je veux offrir un espace pour que d'autres filles qui me ressemblent, déjà qu'on puisse jouer ensemble, et aussi qu'on puisse comparer nos expériences et se dire qu'en fait, on va trouver d'autres personnes qui ont vécu la même chose, et que ça commence par là, en fait, pour moi, le soutien et la prise de parole autour de ça.
Et du coup, comment vous organisez, j'imagine, des activités? C'est quoi? C'est des prises de parole auprès d'un certain public? Vous intervenez peut-être en milieu scolaire? Enfin, quel est le type, le format d'action et qu'est-ce qu'on arrive à dire finalement quand on est une association qui s'appelle Afro Gameuse? Donc, en gros, la mission est clairement dans le nom de l'association. Tout à fait, c'est fait exprès parce qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives qui vont cibler, s'adresser directement aux femmes afrodescendantes. Et effectivement, on s'adresse aux femmes afrodescendantes, mais plus largement, c'est une association qui est inclusive et qui est ouverte à absolument tout le monde qui souhaite en fait soutenir cette cause. Et c'était important pour nous de ne pas faire tout ce travail juste nous toutes seules dans notre coin, mais aussi impliquer les gens, puis travailler avec d'autres acteurs qui ont aussi envie de faire changer les choses. Concrètement, nous, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est d'avoir cette plateforme d'échange où tu parles avec des gens qui vont comprendre ce que tu as vécu. Il n'y a pas de questionnement. Parce qu'on sait, on sait ce qu'on a vécu. Donc, on va pouvoir échanger là-dessus et se dire et se soutenir, en fait, mutuellement. Ce qu'on veut faire aussi, c'est justement visibiliser la place des joueuses afrodescendantes parce que, comme tu disais, est aussi lié à la féminité dont tu parlais, la compatibilité féminité-jeux vidéo. Moi, quand on me voit, on ne pense pas forcément on m'attribue pas forcément ce dénominatif de gamer, en fait. Et plein de fois, j'ai dû le prouver, l'expliquer. Ah bon, mais t'es une fille, t'es super féminine, tu n'as rien à voir avec l'archétype du gamer auquel on s'attend. Je me souviens aussi que quand j'étais plus jeune et que je jouais en multi avec des potes, donc des gens avec qui j'ai commencé à jouer, puis plus tard, voilà, on devient amis, on se rapproche. Un jour, on échange nos Facebook pour voir la tête les uns des autres. Et puis voilà, au moment où c'est mon tour, c'est le choc absolu dans mon casque parce que les gens ne s'attendent pas à ce que je ressemble à ça. Puis surtout, on me dit, purée, mais t'as la voix tellement douce, je pensais pas que tu serais une fille noire, quoi. Enfin, en fait, ça me choque grave. Et puis, des choses comme ça, juste pour te rappeler que t'es pas censé être là, tu vois. Et c'était certainement pas malveillant de leur part, mais malheureusement, ça laisse des séquelles, ce type de commentaires. Et après, pour parler un peu de la manière dont on s'organise, donc c'est effectivement beaucoup d'échanges, de discussions à travers Discord. Nous, on a un objectif aussi de travailler sur l'insertion professionnelle par rapport aux streameuses. Quand j'ai commencé Afro Gameuse, je ne connaissais pas de streameuses noires sur Twitch. Aujourd'hui, j'en connais 70. Donc, c'est des personnes qui soit se sont lancées après avoir connu l'association, soit existaient déjà sur Twitch, mais n'étaient pas visibles, en fait, puisque, voilà, c'est... Et pourtant, avoir cette place sur Twitch, c'est important aussi pour montrer qu'on est là, pour servir de rôle modèle aussi à d'autres personnes qui ont envie de se lancer. Et puis voilà, on va faire un travail aussi, on va parler de la toxicité qui existe et de rappeler que ouais, quand tu es en stream, quand tu es en live et qu'on te dit va faire un mafé, là tu comprends que c'est une très belle analogie au fait que tu sois une femme, mais aussi que tu sois une femme noire. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on essaie de mettre en avant et puis travailler aussi avec les studios de jeux vidéo pour leur parler des représentations dans leur contenu, de la place des héroïnes afrodescendantes et de héros de tous les horizons. Voilà, les stéréotypes, qu'on en finisse avec ça, la sexualisation, qu'on en termine aussi avec ça, et commencer à créer des histoires un peu plus diverses, des personnages plus réalistes parfois. Justement, tu parles en termes de représentation des personnages dans les œuvres. Quelle influence ça a? Parce que finalement, jouer un personnage ou un autre, on pourrait se dire, bon, ça n'a pas d'influence particulière. Mais pourquoi insister sur ce point-là? Sur le point de l'identification, moi et plein d'autres personnes, enfin j'imagine un peu tout le monde, toutes les personnes qui jouent aux jeux vidéo, on n'a aucun problème à jouer tel ou tel personnage. Enfin, c'est ça aussi la magie du média, hein, c'est de s'identifier à n'importe quel personnage et puis d'adorer son histoire, de l'incarner, etc. Simplement, ce qui pose problème, c'est quand tu remarques une absence ou que tu remarques une récurrence, un schéma en fait, qui te rappelle des choses qui ne sont pas forcément réalistes. Le jeu vidéo, c'est quand même un média qui est universel. Le monde entier y joue aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est pas que en France ou en Occident qu'on a des joueurs. On a des joueurs donc de tous les horizons, de toutes les origines. Et quand on voit que les héroïnes noires, il n'y en a déjà pas beaucoup, mais qu'en plus, quand il y en a, elles sont cantonnées à certains stéréotypes,
bah là, c'est là qu'on va se poser des questions, en fait. Comme quoi, par exemple, en termes de stéréotypes? Les stéréotypes. Ah là là. Je pense que, comme on le sait déjà, hein, l'hypersexualisation, ça, c'est quelque chose de récurrent. Il y a aussi ce problème de la fétichisation, ou plutôt de l'exotisation, dans le sens où parfois on va te présenter une héroïne noire et que tu sais, elle va être habillée en tenue un peu léopard de tribu, on ne sait pas trop d'où elle vient, mais voilà, son rôle c'est ça. Le but du jeu, ça va être de la conquérir. Enfin, là, je pense à Far Cry. Je pense tout de suite à Far Cry, où vous avez quand même ce personnage secondaire Citra, où le héros, son objectif dans une partie du jeu, c'est de coucher avec elle. Et donc, quand il couche avec elle, on a la première vue où on la voit allongée en train de gémir dans tous les sens, et on ne voit pas le personnage. Donc, on a vraiment c'est comme si c'était nous qui étions en pleine action avec elle. Donc ça, je sais pas, je suis pas sûre de l'image que ça renvoie finalement sur les femmes de manière générale, et là plus précisément sur les femmes. Ouais, justement, quand tu vois, je pense, ce genre de choses, il y a des femmes qui doivent se dire, bah, en fait, c'est peut-être pas fait pour moi le jeu vidéo, et d'avoir de plus en plus de personnages féminins. Vu qu'on a de plus en plus de joueuses aussi qui jouent, avoir intégré des persos féminins qui ont une histoire qui ressemble plus à ce que nous on vit, ça nous permet de s'identifier davantage et d'avoir une certaine émotion aussi qu'on ressent nous en tant que femmes, qui est différente de celle des hommes, je pense. On vit pas du tout les mêmes situations au quotidien, et que, du coup avoir des femmes développeuses qui écrivent aussi des personnages qui mettent des émotions dans les femmes, où on sait que c'est réaliste parce que ça nous ressemble quelque part. Je pense que c'est important pour avoir plus de femmes qui viennent jouer aux jeux vidéo. Et bah, typiquement, moi, je joue que des personnages féminins. Parce que je me sens pas concernée quand c'est un homme. Mais vraiment, c'est aussi fort que ça parfois. Bon, ça m'empêche pas d'aimer des jeux solo, mais je me sens tout de suite beaucoup plus concernée quand c'est une femme. Et par exemple, dans les jeux de combat, je vais jouer que des femmes, parce que j'ai commencé quand j'avais 7 ans et que j'avais besoin de modèles. Et mes modèles, c'était pas forcément les chanteuses, bon, à part les Spice Girls. Mais bon, on se dit quand on joue à un jeu de combat, c'est des femmes badass, elles sont stylées, elles sont fortes, elles poutrent des gars autant que des femmes, quoi. Donc tu te dis, c'est trop bien comme image. Dans la vie, on peut se battre contre tout le monde, tu sais. Tu te dis, voilà, elles peuvent montrer qu'elles sont fortes, tout simplement. Peu importe le sexe. Mais en tout cas, j'étais fan de ces personnages de jeux de combat, beaucoup plus que si je jouais Zangief avec ses poils et son slip rouge, ou Blanca, le monstre vert. Non, clairement, j'étais mieux avec Chun-Li, par exemple. Et voir des personnages féminins comme Aloy dans Horizon, Ellie, Abby dans Last of Us, quand tu les joues et que tu vis leurs histoires, il y a une puissance incroyable, quoi. En tant que femme, tu vis des situations où tu te dis... j'ai une empathie très forte envers ces persos que je pouvais pas forcément ressentir aussi bien en jouant des personnages masculins. Tu parles de modèle, du coup je te tutoie aussi. Donc tu parles de modèle, je pense Audrey. Comment? Elia, excuse-moi. Comme tu veux. Nom de scène, Elia. Ma double personnalité. Ça y est, c'est plus Audrey, c'est plus la gentille Audrey qui s'occupe des guests du salon. Maintenant, c'est Elia. Il y a 2 ans. Audrey, à la fois streameuse locale de l'étape, Oui, finalement. Streameuse de Draguignan. Ouais, streameuse de Draguignan, ça se dit. Ça se dit, je Tu crois. sur ta carte de visite. Puis alors, c'est très rigolo parce que j'ai une communauté qui porte sur les dragons. Et je crois qu'au départ, j'avais pas fait exprès. Et alors que Draguignan est la ville du dragon. Voilà, donc c'est vrai que... Je disais, voilà, donc à la fois streameuse, mais je sais aussi que tu as un engagement aussi un peu éducatif, où tu vas travailler sur la question des modèles et de représentation dans les métiers du numérique en général. Et comment tu abordes en fait cette question-là, notamment avec les publics? En fait, souvent, j'essaie d'expliquer un petit peu, des fois... En fait, le streaming, c'est en train de se développer, et déjà depuis un bon moment. Mais c'est vrai que déjà le rôle de la femme dans le streaming et dans les jeux vidéo en termes généraux est quand même, comme on me dit, mes amis, c'est encore pas totalement accepté, hein, clairement. Moi, en fait, tout ça, je m'en suis pas du tout rendu compte avant de me lancer dans le streaming. C'est-à-dire que si, je savais que les filles étaient très très peu représentées, puisque quand j'étais petite, qui m'a mis dans les jeux vidéo la coupable est là, c'est maman. Mais au-delà de ça, en fait, c'est que j'avais très peu de copines qui jouaient.
Donc en fait, toute mon enfance et tout, je jouais seulement avec mon frère et finalement plus tard qu'à des jeux d'aventure solo. Parce que vraiment, c'était impossible de trouver des copines avec qui jouer. Donc les jeux multi, il n'y avait même pas la question, puisque avec les garçons, ça semblait pas concevable de jouer avec eux. Et puis quand on leur disait je joue aux jeux vidéo, voilà, la bouche béate. Bon, ils comprenaient pas que ça soit possible. Et sur quel type de jeux vidéo à Mais- l'époque? Ben moi à l'époque, un de mes jeux, en tout cas solo, qui a été justement vraiment un exemple justement pour me rendre forte, peut-être indépendante et tout, ça a été Lara Croft. J'ai vraiment, quand j'ai découvert Tomb Raider, ça a été, pour moi, ça a été un modèle de force, de personnalité, de caractère, de femme qui se voulait indépendante, forte et qui avait besoin de personne pour battre tous les ennemis sur son chemin. Et c'est vrai et en fait, quand je me suis lancée dans le streaming, donc il y a maintenant 2 ans et demi, en fait, ça s'est fait par hasard. J'avais déjà envie depuis plusieurs années de le faire, mais c'était un collègue de boulot qui me disait tiens, ce week-end, on joue. Pourquoi tu lancerais pas un stream? Et je l'ai fait. Et en fait, ça m'a fait découvrir les jeux multi. Et j'ai rencontré tout de suite plein de gens, mais vraiment géniaux. Première fois que je rencontrais des gens avec qui je pouvais jouer, des hommes qui m'acceptaient finalement dans leur jeu sans forcément me juger. Enfin, en tout cas, c'était le cas au début ou en tout cas avec certaines personnes. Et après, quand tu te développes, c'est un peu comme disaient les filles tout à l'heure, tu te coiffes, tu te maquilles un peu, tu te mets du rouge à lèvres et puis on te dit mais non, tu peux pas être féminine et jouer aux jeux vidéo. C'est pas possible. Enfin, j'ai eu une quantité de fois des personnes qui m'ont dit « Ah, mais jamais de la vie, je t'aurais imaginé gameuse. » Et pourtant, je joue depuis la Game Boy Color. Je suis de 96, donc tu m'aides pas beaucoup. Hein. Mais elle, t'es depuis, toujours cette toute petite fille comme mais ça. voilà. En fait. Et à l'époque, c'était Pokémon, Salamèche. Encore là, le dragon. Mais et donc c'est vrai que et encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire que des fois ça arrive même des personnes que je connais depuis que je suis enfant qui découvrent mon profil de gameuse et de streameuse et qui disent mais non, c'est pas possible, tu peux pas, c'est pas possible. Ils s'imaginent toujours que tu es comme les garçons, comme s'imaginent les garçons d'ailleurs, crado dans ton siège, pas lavé, pas douché, et pas maquillé surtout. Donc bon. Mais au-delà de ça, j'ai jamais. Donc c'est là aussi que j'ai découvert effectivement que le sexisme, c'était malheureusement pas que dans la vraie vie. Et je voulais revenir sur quelque chose parce que là, en discutant, ça me venait aussi. Mais ce que je trouve rigolo, on va dire, c'est que souvent les hommes, vous avez tendance, je veux pas faire une généralité, mais à jouer et à aimer jouer les personnages féminins. Genre, tous les hommes, des fois, avec qui je joue, et des fois, on fait des jeux multi, et je leur dis, mais pourquoi tu prends pas un personnage masculin pour qu'on puisse se reconnaître, quoi? Ils me disent, mais non, moi, si j'ai la possibilité de prendre un personnage féminin, je prends un personnage féminin. Mais alors, pourquoi on est si peu accepté? Dans Alors, les je comprends pas. MMORPG, c'est pour gratter du stuff. Ouais. Bah, ils se disent... Faut pas qu'ils allument le micro, alors. Oui, ils ont peut-être moyen de gratter Bah, plus je sais de que des stuff fois- en jouant un peu sur les relations, Ouais. amitié amoureuse. Mais encore, la vue à la troisième personne, on sait pourquoi ils jouent des personnages féminins. Bon, parce que voilà, il y a le Oui. charisme, le physique des fois de certains personnages. Mais même quand ils jouent en FPS et que du coup, en première personne, donc ils voient pas le personnage, ils aiment quand même jouer des filles. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une question. Je comprends pas pourquoi du coup, on n'est pas accepté nous en tant que joueuse, rien que par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est trop bien parce qu'au final, quand même, les studios commencent à développer tout ça. Notamment, on a pu le voir avec Assassin's Creed, où on a commencé à pouvoir avoir les jumeaux dans Syndicate. Puis Origin, tout ça a commencé à avoir un personnage féminin ou masculin. Dans Odyssey, ouais. Dans Odyssey, oui. Ouais. Et puis là, Valhalla et tout ça. Donc, Dans Valhalla aussi, ouais. mais oui, donc du coup, un peu comme tu disais, va faire le maté, excuse-moi. Du mafé, excuse-moi. C'est délicieux d'ailleurs. Mais retourne à la cuisine. Voilà. Il y a une quantité de messages dans le chat où si tu entends parler en vocal, mais ta place est à la cuisine. Et comment on le vit, ça? En fait, je lui propose à lui d'aller dans la cuisine. Non, mais en fait, tout bêtement, des fois, en fait, c'est terrible parce que
En fait, donc, je suis passée des jeux, des jeux d'histoire à des jeux de FPS où j'ai appris à me débrouiller et plutôt bien à me débrouiller, je pense quand même, avec aussi peu d'années d'expérience à ce niveau-là. Et il y a des garçons qui, effectivement, un peu comme disait Kayane, quand ils se font battre par une fille, ils ont du mal à appréhender la chose. Ça leur fait mal dans leur ego. Ouais, ils pètent un câble. Et du coup, ça peut, quand on fait par exemple une partie, on lance une partie, notamment un de mes jeux, bon, pour l'instant j'ai pris un peu de distance avec, mais c'était Apex Legends. On lance une partie, ils sont morts tout de suite, moi je fais 3 kills et puis ça t'insulte comme pas possible, puis ça quitte la game. Mais c'est pas grave que vous soyez mort. Je vous apprécie quand même, moi. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, on peut rester amis. Après, moi, j'ai un avis qui est peut-être que vous le partagez finalement, hein, au fond, hein, mais peut-être légèrement différent. Je trouve aussi que, moi, je serais plus mesurée au niveau des comportements de femmes ou d'hommes, parce que, par exemple, moi, dans le jeu vidéo, j'ai été beaucoup plus soutenue par des hommes que par des femmes, par exemple. Oui, mon Dieu, je voulais en venir aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de nanas, moi, qui m'ont fait la misère, hein, vraiment, véritablement, en dehors du jeu vidéo et dans le milieu du jeu vidéo, et j'étais vraiment soutenue, notamment par Julien, qui m'a toujours poussée, qui me met vachement en avant aussi, et sans qui je serais peut-être pas là aujourd'hui, tu vois, et je pense aussi à Bertrand Hamar, d'ailleurs, avec qui j'ai commencé à bosser. Et il y a aussi du harcèlement envers les hommes, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors les nanas, il y a du harcèlement des hommes envers les nanas, mais il y a aussi des nanas qui harcèlent, et les hommes se font aussi harceler par des hommes ou parfois des femmes, même si c'est un petit peu plus rare. Et en vérité, moi, ce que j'aimerais en tant que joueuse et que créatrice de contenu, c'est qu'il y ait plus d'équilibre, en fait, finalement, entre les hommes et les femmes. Moi, par exemple, quand je joue à un jeu vidéo, je préfère incarner un homme. Mais j'ai rien contre les personnages féminins. J'adore Aloy, j'adore Ellie, mais je me suis... Je prends que des femmes. Voilà, et moi, en général, je joue les mecs. Mais c'est bien d'avoir le choix, justement. Oui, voilà, tu as le choix. Et en fait, ce que je trouve intéressant aussi dans le jeu vidéo, c'est de pouvoir être quelqu'un qu'on n'est pas dans la vie. Et donc, du coup, finalement, je choisis souvent les mecs. Et je voulais aussi revenir sur la sexualisation, où je te rejoins et où à la fois, moi, je suis pas forcément dérangée par l'hypersexualisation, parce que quand je vois un beau mec hyper musclé dans les jeux, ça me gêne pas. Donc, de la même manière, quand je vois une nana avec une énorme poitrine à la Bayonetta, je la trouve ultra sexy, et ça l'empêche pas d'être ultra intéressante. Et Tomb Raider, les premiers Lara Croft, les premières grosses poitrines, machin, ça l'empêchait pas d'être l'aventurière incroyable dont tu parlais tout à l'heure. C'est pas incompatible. Et voilà, donc je serais peut-être un petit peu plus mesurée, même si évidemment j'entends évidemment ce que vous disiez. C'est vraiment une vraie femme, et elle est forte. Elle est canon dans tous les sens du terme. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, tu vois, Bayonetta, elle est sexualisée, elle est hyper badass, mais ça rentre dans son personnage, tu vois, ça rentre dans son jeu. Et moi, le souci que j'ai sur l'hypersexualisation, c'est que on sait que c'est un fait que la plupart des jeux, ce sont des hommes blancs qui vont les créer. Et du coup, pour moi, il y a aussi cette espèce du regard masculin qui va se poser très souvent sur le contenu qui va être créé. Et c'est la seule raison plausible pour laquelle on se retrouve dans le cas d'un personnage comme Citra, où on doit, pour avancer dans le jeu, coucher avec cette fille dans cette... tu vois, je ne pense pas que voilà, y ait une femme qui soit arrivée, qui s'est dit, bah voilà, on va la mettre comme ça, et puis on va mettre le personnage de manière... Franchement, j'aurais été capable, mais peut-être que le deuxième qui peut partir. Mais j'entends totalement ce que tu dis. En fait, je comprends que tu puisses le... En fait, je pense que c'est plus l'hypersexualisation dans les situations liées au sexe qui dérange plus que... Et puis quand on parle d'armure, des armures des personnages féminins ou masculins, pareil, moi ça me dérange pas non plus de voir un mec torse nu ou je ne sais pas quoi. Franchement, c'est pas la même chose. C'est agréable quand même. C'est agréable dans la vraie vie comme en ligne, tu vois. Mais pour moi, c'est pas la même chose dans le sens où quand tu vois l'héroïne féminine donc avec son armure, il ne s'agit pas juste d'être torse nu, tu vois, c'est vraiment une armure, il n'y a presque rien. Et en soi, tu vois, dans la vraie vie, moi, je m'en fiche de ça, mais c'est quand tu vois cette récurrence, quand tu vois ce schéma où très souvent c'est ça, et je pense que ça évolue, hein, ça a pas mal évolué maintenant, complètement, oui. Heureusement, mais quand tu vois que tu as ce truc qui se reproduit énormément, moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions, mais pourquoi est-ce que c'est ça
que les gens ont plus envie de faire. Voilà, c'est plutôt... Et c'est là que c'est intéressant d'aller interviewer des développeurs, etc. et de leur dire, alors pourquoi vous faites ça? Allez, vas-y, réponds-moi. Et c'est là que tu es importante et que ton asso est important. Je tenais juste encore une minute. Je tenais vraiment à rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est vrai que Rebondis tel un petit ballon. c'est vrai qu'on parle des garçons, mais c'est vrai que les filles aussi, et moi, c'est pour ça que c'est un vrai bonheur de vous rencontrer ce week-end parce que vous me redonnez foi aussi en les femmes. Hein. C'est terrible, mais alors qu'on devrait, comme vous disiez, se soutenir et se donner de la force. Hein. Comme quelqu'un me disait hier, le soleil, il y en a pour tout le monde. Voilà. Hein. Mais c'est que effectivement, les femmes aussi aident pas forcément les autres femmes. Et je l'ai très remarqué dans le monde du streaming. Pourtant à ma petite échelle, hein, qu'au plus ça peut être hypocrite finalement et te poignarder dans le dos, au plus ça le fait. Et franchement, je trouve ça tellement triste de finalement être déjà perturbé par notre place qu'on est là, qu'on essaie de gagner par rapport aux hommes. Et il y en a plein qui sont fabuleux, hein, plein d'hommes qui sont fabuleux et qui nous acceptent et qui adorent que voilà, on trouve notre place. Mais je trouve ça terrible que les femmes, finalement, elles régressent en fait, certaines, beaucoup, à ce niveau-là. C'est dommage. Jennifer, ça fait penser à... On a travaillé sur l'expo là, pour les 50 ans du jeu vidéo, donc on allait creuser quelques jeux, et on allait creuser autour de Tomb Raider. Et donc il y a une explication sur la générosité de la poitrine de Lara Croft. Soi-disant que la souris est restée bloquée et que ça a agrandi un peu trop. Et que finalement l'équipe de développeurs se dit « hop, c'est bien ». Voilà. Et ils étaient 6 hommes, bien entendu. Ils ont dit ouais, c'est bien ça, on va garder. Attends, mais tu rigoles, mais j'aurais dit ouais, c'est bien, t'as raison. Hein. Alors qu'il y a un chemin qui est un peu inverse qui est en train de se faire autour du personnage de Lara Croft, où on a une diminution, peut-être presque une masculinisation, qui est en train de se mettre en place. Et du coup, quand je la trouve pas très masculine. Hein. Je la trouve assez canon et assez sexy quand même. Sur une interview, on avait moi, j'aime justement des hommes qui se plaignent du fait qu'elle est masculinisée apparemment. Alors qu'elle est tellement pareil pour Eivor, elle est canon. Dans Assassin's Creed Valhalla. Quoi. Alors, elle est magnifique. Justement, du coup, Jennifer, quand tu vas voir des développeurs, quand tu vas voir des studios, comment c'est accueilli ce propos-là? Très souvent, tu vois, les studios, enfin les gens avec qui moi je parle, ils sont ouverts d'esprit. Donc ça, c'est quelque chose que je remarque aussi dans le monde du jeu vidéo, parce que je travaille aussi dans le jeu vidéo, je travaille chez Ubisoft, et en fait, on est dans un secteur plutôt bienveillant. Où tout n'est pas tout noir ou tout blanc, non, il y a des nuances, il y a des choses, oui, le Gamergate, tous les scandales qui ont eu lieu sont absolument affolants. Mais c'est vrai que depuis que moi j'ai rejoint le secteur, j'avais aussi envie de voir les coulisses en fait. Je voulais voir qu'est-ce qu'ils font réellement les développeurs derrière leurs ordinateurs. Et c'est ça qui me pousse aussi à être un peu optimiste, parce que je sens avec les événements que j'organise avec Afrogameuse, avec les échanges qu'on a avec les gens, qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire avancer les choses, qui ont envie de faire diminuer cette hypersexualisation, en tout cas de peut-être parfois un peu mieux la justifier, d'arrêter de montrer uniquement des héroïnes noires qui vont être les angry black women, où tout ce qu'elles savent faire c'est d'être des badass et puis détruire tout le monde, mais aussi parfois montrer des émotions différentes, montrer des héroïnes noires qui sont des love interests, qui sont capables d'avoir des relations amoureuses avec d'autres héroïnes. Donc ça, c'est des choses que moi j'essaye d'apporter sur la table. Maintenant, je suis pas consultante en diversité, tu vois, et je ne souhaite pas l'être. Il y a des personnes dont c'est le job, il y a des personnes dont c'est le métier, dans le narrative design, des sensitivity readers, des choses comme ça, qui peuvent apporter cette réelle expertise. Moi, je ne souhaite pas me placer là-dedans. Donc souvent, je leur dis, écoutez, il y a des personnes concernées qui peuvent vous aider, en fait. Je pense que parfois, la source des problèmes qu'on a dans certains jeux, en termes de représentation en tout cas, c'est aussi la diversité des profils qui sont présents. Et donc, pour moi, on est dans une industrie riche et créative qui peut nous proposer des univers mais tellement incroyables. Pour moi, pour arriver à reproduire en fait cette créativité, il faut aussi diversifier les équipes qui vont pouvoir amener en fait tous ces environnements, toutes ces histoires, tous ces univers qu'on connaît peut-être pas encore, mais qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Et pour moi, c'est un véritable bonus en fait pour le monde du jeu vidéo. Et Kayane, vous j'imagine vous êtes en relation aussi. Là, vous voyez. Ah bien. Oh merde.
Je me dis que c'est le respect, hein. Alors, tu vois, Moi, je m'habitue se perd. C'est le respect. Pourtant, on partage quelque chose. Moi, mon personnage préféré, c'était Chun-Li sur Street Fighter 2 sur ma Super NES parce qu'elle faisait l'hélicoptère. Allez, c'est pas une vertique. Oui. Quand j'étais petit, elle fait l'hélicoptère, c'est génial, on peut zigouiller tout le monde grâce à ça. Du coup, oui, vous êtes en relation, j'imagine, aussi avec des éditeurs. Vous avez Oui. des liens avec eux. Et c'est un sujet qui vient, c'est quelque chose où on vous interroge là-dessus, il y a une sensibilité, sans aller forcément jusqu'à ce que je pourrais qualifier de woman washing, quoi. Sans faire semblant. Voilà. Bah, c'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai rencontré les éditeurs, on n'a pas tant évoqué ces sujets-là. C'était plus au niveau du gameplay. Que je sois une fille, un garçon, en fait, ils s'en fichaient parce qu'ils étaient là pour parler à quelqu'un qui est expert dans les tournois de jeux de combat. Donc finalement, j'aimais bien ce rapport-là. En fait, on parle même pas du fait que tu sois une femme, mais on répond à tes questions de spécialistes. Donc j'étais très bien considérée en fait par les développeurs et les producteurs qui m'ont jamais pris de haut et au contraire étaient très à l'écoute de ce que je disais. Mais j'avais interviewé le producteur de Dead or Alive parce que c'est un jeu où l'hypersexualisation va parfois dans la physique du mouvement des boobs des personnages, où ils ont carrément inventé un logiciel, un truc pour que ça bouge bien, tu vois. Waouh, c'était incroyable. Mais du coup, je leur disais, mais en fait, le jeu a complètement perdu en crédibilité à cause de tout ce qu'ils ont fait autour de Dead or Alive, Extreme Beach Volley, en fait, de hypersexualiser les femmes. Moi, quand j'ai joué, d'ailleurs, mon pseudo, ça vient de Dead or Alive, c'est Kasumi et Ayane. Les deux combinés, ça donne Kayane. Donc, j'adore ces personnages-là. Et moi, je les ai joués. Je voyais même pas qu'elles étaient bien formées, tout ça. Je voyais des femmes badass, des ninjas. J'adorais les jouer, et puis c'est tout. Mais j'ai vu plus tard qu'elles étaient vraiment utilisées pour attirer les otaku, les joueurs japonais qui devaient acheter et dépenser des tonnes de thunes, même en VR. Hein. Il y avait des jeux en VR avant même que ça arrive chez nous. Et un des premiers jeux, c'était Dead or Alive, Extreme Beach Volley en VR, quoi. Et du coup, moi, ça me faisait un peu de mal de voir mes personnages utilisés de cette façon-là, plutôt que de créer des vrais jeux où elles sont utilisées comme des personnages qui se battent. Et quand j'ai parlé de ça au producteur, il disait ouais, mais on a tellement de pression en fait de mecs, de gars qui achètent en masse les DLC où elles sont en bikini, que du coup ils ont du mal à faire en sorte de plus en faire parce que ça ramène beaucoup d'argent. Et dans le dernier Dead or Alive 6, ils ont fait un truc très bien. Ils ont, pour éviter justement de partir sur ce truc-là et de gagner en crédibilité, ils ont fait des costumes où elles étaient toutes complètement habillées et très peu de peau nue finalement. Et là, ils ont pris une horde de commentaires à la con de mecs qui disaient mais j'achèterai pas votre jeu. Moi, je joue à votre jeu, c'est juste pour voir vos personnages quasi à poil. Ou pas, quoi, alors, enfin, je veux dire. Mais Les mecs sont graves quand même. Ils sont pris vraiment une horde de trucs. Et ce qui est fou, c'est que quand je disais que je vais aller interviewer le producteur et tout, si vous avez des questions concernant le gameplay, n'hésitez pas à me dire. Et les gars, ils disaient mais Kayane, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller leur demander pourquoi ils n'ont pas mis les costumes à l'ancienne, pourquoi il n'y a pas les boobs. J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre des boobs, moi je veux juste jouer à mes jeux de combat. L'interview de fou, alors bah pourquoi pas plus de boobs? C'est très important dans le jeu. Mais oui, mais c'est fou. Et finalement, tu te rends compte qu'il y a tellement de joueurs en fait qui mettent la pression en ce sens-là et que le problème vient de là aussi. C'est parfois même les développeurs qui veulent se détacher de ça. Et tu as des joueurs en fait qui consomment les jeux vidéo de cette façon. Voilà, c'est là que je me suis rendu compte que parfois on vit dans un monde un peu dégénéré. Hein. Mais j'ai découvert il n'y a pas si longtemps sur Steam des jeux qu'il vaut mieux pas découvrir. Oui, on a Dans plein. l'actualité, non, mais non, en fait. Non. Je savais pas que ça existait. J'aurais préféré ne pas savoir. Justement, peut-être. Alors, on arrive à la fin là de notre temps d'échange. Il me semble que tu es aussi investi dans les actions éducatives. Oui, pardon. Voilà. C'est vrai que tu en as parlé au début et je on suis a... un peu relou, mais. Oui, en fait. Et comment c'est reçu en fait ce discours-là? Mais c'est très agréable de discuter avec les jeunes parce qu'en fait, ils ont un esprit qui est plus modulable, on va dire, que déjà des personnes qui commencent à avoir de l'âge, on va dire, et qui ont déjà des idées bien précises des choses. Bon, déjà, ce qui est génial souvent, c'est quand ces garçons ont des sœurs. Ça, c'est trop bien. Les garçons qui ont des sœurs, c'est trop bien. Mais les garçons, quand ils sont jeunes, c'est plus facile
en fait, finalement, qu'ils se rendent compte que par rapport au monde du jeu vidéo, on est tous pareils. On a tous le même amour, qu'on soit fille, garçon, et qu'en fait, on peut partager ensemble tous ces jeux-là. Et donc, là, par rapport donc, à la Purisport, par exemple, j'ai pu faire avec Amandine, on a pu aller dans un collège parler à 3 classes de collégiens des jeux vidéo, et donc, enfin, du numérique et en fait du streaming aussi, pour un peu casser les idées reçues du j'allume, je clique sur play, je joue, c'est mon métier et je gagne super bien ma vie avec ça, alors, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'en plus là, entre autres, le métier du streaming est un métier qui est basé sur la générosité des gens, donc c'est hyper compliqué de se donner des fois énormément en temps, en termes d'animation, en termes d'investissement dans le matériel et tout ça. Et finalement, suivant qui peut pas, il peut y avoir des mois très irréguliers. Et en fait, c'est un peu de leur casser aussi cette image aussi que le streaming, les femmes qui font du stream aussi, c'est vraiment un métier à part entière et que c'est pas si facile que ça. Et donc, c'est vrai que on aime beaucoup poser une question en début, c'est est-ce que tu penses que le streaming, c'est facile? Donc, ils disent tous oui, 90%. On discute de plein de choses et à la fin, on leur dit est-ce que tu trouves que le streaming et la place de la femme dans les jeux vidéo, c'est facile? Ah non. Est-ce que tu en ferais? Non. Alors le but c'est pas mais c'est simplement qu'ils se rendent compte un petit peu de la réalité et que du coup ils apprennent un petit peu plus à respecter aussi du coup la place de la femme et ce métier-là aussi qui est encore très peu connu et apprécié à sa juste valeur aussi. Mais voilà. Donc c'est vrai que j'adore rencontrer les jeunes et discuter essayer de faire évoluer les mentalités. J'étais déjà par rapport à parce que j'ai fait un BTS, bon tout ça, rien de... Et j'étais déjà ambassadrice à mon école à l'époque pour représenter ma section en fait. Et j'ai toujours aimé prendre la parole et discuter avec du monde. Donc c'était évident quand on m'a proposé de faire ça que de le faire quoi. Et voilà, de partager des bonnes ondes et Et de c'est faire important évoluer. d'intervenir dans les écoles, et même moi, Ouais. je veux le faire de plus en plus, surtout quand c'est des jeunes, vraiment très jeunes. Parce qu'en fait, je pense parfois, ils mettent les streamers, youtubeurs, genre professionnels sur des piédestals et ils se disent Waouh, vous devez être super riche, vous vivez de votre passion, mais c'est incroyable, jouer toute la journée et gagner sa vie, mais quel métier formidable. Enfin, il y en a même qui disent c'est pas un métier, en fait, tu fais que jouer. Oui, c'est ça. Mais ils ne voient pas Mais tout ils l'envers voient du pas tout le décor. travail. Ouais. Et je voyais des commentaires il n'y a pas si longtemps, on me disait mais youtubeur c'est pas un métier, ça fait des années qu'on le voit, mais encore aujourd'hui, même quand on en parle de plus en plus de ce Ouais. que c'est un youtubeur et quand on voit le travail de vidéo, il y a toujours des gens pour dire que c'est pas un métier, Ouais. alors que en fait on réunit plusieurs métiers en un. Vous voyez à la télé, il y a un réalisateur, vous avez des caméramans, vous avez des ingé-sons, vous avez des mecs qui gèrent la lumière aussi, C'est ça. vous Et on est tous à avez, la fin. vous avez de tout. Et en fait, un streamer, un youtubeur, il fait tout en une personne. En Et une pas seule personne, souvent ouais. aidé. Hein. Et le montage vidéo, à la télé, il y a toujours un monteur vidéo. Mm. Et c'est un métier, il est payé pour. Et les Et ce qui est animateurs, fou, c'est que humoristes, par contre, les gens acceptent toujours pas que non. youtubeur soit un métier. Et Alors parce qu'on qu'au fait tous ces final, métiers. même au niveau de la société, s'immatriculer streamer quand on ouvre son auto-entreprise, en fait, Oui. ça n'existe pas. Hein, bon. Voilà. Et oui, en plus, on est chef d'entreprise pour certains. Oui, Moi, oui, j'ai ma oui. propre boîte. Du coup, Ouais, je dois voilà. gérer une compta, je dois faire de C'est ça. l'administratif. Moi, Je pense que c'est aussi un problème d'appellation parce que pour Ouais. beaucoup, on est youtubeur alors que ça veut rien dire. Twitcher, ça veut rien dire. On est créateur de contenu, on voilà. est vidéaste, quoi. Mm. Et donc déjà, ça a du mal à entrer en jeu. Et puis Ouais. pour beaucoup d'autres, on est influenceur parce qu'on a des audiences et parce qu'on est exposé à chacun à son niveau, à nos niveaux. Le jeu vidéo, enfin, c'est quand même un secteur un peu niche, même si ça prend de plus en plus d'ampleur. Ouais, tout à fait. Mais pour eux, on est des influenceurs parce qu'on est effectivement, quand on s'exprime, on a une certaine influence. Mais tout comme tu es influencé par les journaux que tu vas aller lire, il y a de la presse d'opinion. Les gens qui vont lire les tests sur jeuxvideo.com, Gamecult, Gameblog sont forcément aussi un peu influencés par les avis des testeurs qu'ils aiment lire. Donc, à ce moment-là, la presse aussi est influenceur. Donc, je pense que les termes sont aussi importants. Je pense qu'on est avant tout créatrice de contenu et c'est ce qu'il faut retenir. Bon, la question de l'éducation est effectivement primordiale. Le problème tout à l'heure, c'est pas de se dire mais pourquoi est-ce qu'elle est maquillée ou pas maquillée, c'est pourquoi ça te pose problème en fait.
Donc c'est à l'origine, quelle est la source, Mais- quel a été le bug au niveau éducatif? Voilà, c'est ça aussi. C'est ça que je voulais dire et je voulais rebondir parce que malheureusement, lors justement de ces interventions au collège qu'on a pu faire avec Amandine, on a eu lors de la 3e classe l'intervention de la directrice de l'école qui en fait ils y comprennent rien et donc parce qu'ils se sont jamais intéressés, il y avait l'envie quand même d'aller vers ce genre d'intervention, mais comme ils ne s'y intéressent pas, ils ne la comprennent pas et on a carrément donc la directrice qui est arrivée et qui nous a, je sais pas comment dire. Ouais, en fait, c'est difficile de demander aussi aux élèves et finalement aux parents d'aussi ouvrir et faire évoluer les mentalités si même eux, la leur, déjà, elle évolue pas. Donc, du coup, cette racine dont tu disais, elle est aussi là, en fait. Et je pense que peut-être ce qui va permettre vraiment l'évolution, j'arrive plus à parler. L'évolution des mentalités, ça va être les années, en fait. La nouvelle génération, les nouveaux parents qui vont être peut-être plus ouverts et déjà plus conscients que tout ça. C'est pour ça que c'est important les interventions de personnes Ouais. extérieures, histoire Mm. qu'il n'ait pas que l'avis de leurs parents. Parce que C'est des fois, ça, leurs ouais. parents, quand tu les C'est ça. écoutes, waouh! C'est bien d'avoir des professeurs Ouais. qui ont des envies, des passions différentes et qui les expriment aux enfants avec qui ils travaillent, mais aussi des interventions extérieures, vraiment, des gens qui viennent de milieux différents, qui viennent témoigner de ce qu'ils font au quotidien, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils font. Et ça, c'est hyper important et je trouve que dans l'éducation nationale, c'est ce qui manque aussi. Oui, et pas que par rapport aux jeux vidéo, d'ailleurs. Il y a Mm. malheureusement ça. Oui, pas que ça qui manque. Ouais. Alors, on va à la fois finir et ouvrir donc, sur ces enjeux d'éducation qui sont primordiaux. Merci beaucoup. Merci à toutes Merci à toi. les 4. Merci. Merci de m'avoir à vous. accepté comme bonhomme au milieu de vous pour vous questionner. Non, mais ça va, t'as les cheveux longs. Merci. Ouais. Les hommes comme Et toi. la on barbe nous aime. fournie. Merci d'avoir assisté. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bye. beaucoup.